On est avec Sarah Doiron, Maude Leduc-Préfontaine et Anne Plourde et on parle du système de santé. À Hôtel Central, on aime les sujets de détente, les sujets faciles et simples. C'est pourquoi on a décidé aujourd'hui d'explorer le système de santé avec trois invitées courageuses. Tout d'abord, peut-être un peu commencer par ce que vous faites dans la vie et en quoi est-ce que le système de santé est important pour vous. Je travaille comme infirmière. Ah, OK. Depuis longtemps? Depuis une quinzaine d'années. Puis, ça va bien avec le système de santé, tu penses, ou... Ben, je pense que non, mais je veux dire, notre santé populationnelle ne va pas bien de toute façon. Donc, c'est quand même représentatif, le système de santé, de comment on prend soin de nous aussi, là. Et de ton côté? Ben oui, je suis biologiste de formation, puis avec les années, après mes études, j'ai été vers l'enseignement. Donc, j'ai été chargée de cours à l'UQAR pendant plusieurs années, mais c'est vers l'enseignement collégial que ça s'est dirigé, où que je me suis vraiment un peu plus épanouie là-dedans. Puis c'est surtout dans la technique de soins infirmiers que j'enseignais davantage. Donc, un lien, évidemment, à préparer, à former des personnes qui vont travailler dans le domaine de la santé. Et avec le temps, je suis devenue enseignante de yoga, sachant que c'est quand même quelque chose qui est complémentaire au système de santé comme approche, et ensuite massothérapeute. Puis actuellement, dans ma formation de massothérapeute, j'ai eu un élan vers un perfectionnement pour la formation en oncomassothérapie, pour accompagner les personnes avec la massothérapie pendant leur épisode de cancer, leur traitement. Et de ton côté? Oui, moi, je suis chercheuse, en fait. Je fais de la recherche depuis une bonne quinzaine d'années sur le système de santé. Je me suis intéressée beaucoup à l'histoire du système de santé au Québec, l'histoire en particulier des CLSC, qui sont une créature originale du Québec, pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi ça fonctionne vraiment pas si bien que ça dans le système de santé actuellement. Donc, je m'intéresse aux différentes forces sociales qui ont influencé l'évolution du système de santé. Et aussi, dans les dernières années, je me suis attardée plus particulièrement à tout ce qui concerne la privatisation des services de santé. Parce qu'au Québec, on a un système public de santé, mais le secteur privé occupe aussi une place importante depuis longtemps, mais là, cette place-là est de plus en plus importante. Donc, c'est pour ça que je considère que c'est vraiment un enjeu central là, pour comprendre les raisons qui expliquent que notre système public de santé fonctionne plus ou moins bien en ce moment. On peut commencer par ta perspective historique, si on veut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que c'est difficile à résumer en quelques minutes, mais... On a du temps. Oui, on a du temps. Disons que le système de santé publique, c'est le résultat d'une lutte politique. On n'a pas tout... Jusqu'aux années 60-70, au Québec, les services de santé étaient entièrement privés, étaient entièrement entre les mains soit de congrégations religieuses pour les hôpitaux, soit entre les mains d'entreprises privées à but lucratif, soit entre les mains de médecins entrepreneurs qui vendaient des services directement à la population. Jusqu'aux années 70, on n'avait pas d'assurance maladie. Les gens avaient un accès très difficile aux services parce qu'il fallait payer pour ces services-là, mais aussi parce que les services étaient mal répartis sur le territoire, parce que vu que c'était privé, vu que c'était à but lucratif, les cabinets médicaux, par exemple, allaient seulement s'installer dans les régions où les gens avaient de l'argent pour payer des services, et aussi dans les régions urbaines, parce qu'il y avait plus de gens. Donc, les régions rurales, les régions défavorisées avaient
pas beaucoup d'accès à des services. Donc, il y a eu des mobilisations sociales majeures pour réclamer la création d'une assurance maladie publique universelle et aussi d'un système public, donc de services publics qui allaient offrir des services gratuitement à toute la population. Il y a eu beaucoup de résistance face à ces revendications-là de la population. Ces résistances-là venaient des médecins qui voulaient rester des entrepreneurs indépendants qui vendent leurs services. Il y a des résistances des congrégations religieuses, des gens d'affaires, des compagnies d'assurance, du conseil du patronat, des gens puissants avec beaucoup de pouvoir qui n'étaient pas tellement intéressés à la mise en place d'un système public. Mais malgré tout, ça a été gagné là, pour différentes raisons historiques. Donc, la mise en place d'un système public de santé en 1970-1971. Donc, ça, c'est une victoire politique des mouvements syndicaux, des mouvements sociaux. Mais dès que ça a été créé, le système public de santé, les acteurs qui étaient contre l'établissement d'un système public de santé se sont immédiatement mobilisés pour une reprivatisation des services de santé parce que quand on a un système public fort qui existe, c'est plus difficile de faire des profits, de vendre de la santé, de marchandiser les soins. Et donc, ça a contribué, ça, à miner la capacité du secteur public à déployer son plein potentiel, si on veut. Donc, il y a eu des pressions très fortes pour implanter des nouvelles méthodes de gestion qu'on appelle la nouvelle gestion publique, qui n'est plus si nouvelle que ça, là, parce que ça fait déjà depuis les débuts des années 80 qu'on a implanté des méthodes comme ça. Et la nouvelle gestion publique, c'est de dire, les services publics devraient être gérés comme les entreprises privées, donc de manière hiérarchique, avec un patron en haut. Mm-hmm. Et c'est en appliquant cette méthode de gestion-là, la nouvelle gestion publique, qu'on est allé vers des fusions d'établissements, vers une centralisation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les CLSC, les CHSLD, les hôpitaux, et là, on les a fusionnés. Donc, au lieu d'avoir 700 conseils d'administration dans 700 établissements différents, on a fusionné ça au début des années 2000 en 95 centres de santé et de services sociaux. Et là, en 2015, on a refusionné les 95 centres de santé en 22 CIS et CIUS. Donc, on s'est retrouvé avec des méga-établissements de 10-15 000 employés au lieu de petites boîtes de 200-300 employés, avec un seul conseil d'administration pour des territoires gigantesques. Donc là, la connexion avec la population, avec les besoins de la population, on perd ça. Et pour avoir des informations, les gestionnaires qui sont en haut de la pyramide doivent demander aux employés de produire des statistiques, des indicateurs de performance. Mais j'aimerais t'entendre sur ton vécu concret, justement, sur le terrain. Est-ce qu'il y a des choses, d'abord, dans ce qu'on a mentionné là, dans l'historique, qui font écho à ton vécu? Y a-t-il des endroits où tu t'es reconnu là-dedans? À plusieurs endroits, dont le dernier qui est de dire, souvent, parce que j'ai une collègue qui disait ça, puis c'est vraiment ça, c'est les babines ne peuvent pas suivre les bottines ne peuvent pas suivre les babines. Et les médecins qui ont plus de pouvoir décisionnel, pour avoir travaillé avec plusieurs d'entre eux, ici au Bas-Saint-Laurent, souvent aussi, ils sont désemparés par rapport à la gestion pour amener une qualité des soins et par rapport à des choix. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on est plein de gens qui avons des rôles professionnels auxquels on tient. On veut faire le mieux qu'on peut, en équipe interdisciplinaire, puis travailler ensemble. Puis généralement, dans les équipes de soins, ça se passe sensiblement bien, mais on est tous pris par une violence organisationnelle qui fait en sorte que, pour survivre, on se coupe de la réalité des autres. Le système de santé, on est quand même chanceux que tu peux comme te péter le tibia, puis ça te coûte pas 15 000 $ pour qu'ils le replacent, ils le vissent. Tu sais, mettons, aux States, là, elles autres sont comme, je viens de me casser le tibia, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu à l'hôpital dépenser ou je m'en vais au garage de mon père? À la main. C'est quoi la chance que je prends?
la chose que je pense qui est améliorée, c'est l'environnement d'un hôpital. T'sais, quand tu rentres dans un hôpital, ça sent l'hôpital. Tout le monde sont habillés comme dans les hôpitaux. Ça, je pense qu'il faudrait rebrand. Et là, je pensais à un modèle. Je me suis dit, à quelle place, mettons, je me sens bien quand je rentre dedans de le Apple Store. Tu rentres tout blanc partout, minimaliste, les employés, les médecins, les infirmiers, petite chemise. Il y a des tables, tu rentres là, t'es comme bonjour, ils sont comme bonjour, bienvenue à l'hôpital, comment puis-je vous aider? T'es comme bonjour, je viens de me faire frapper par une vanne, je perds mon sang et j'ai perdu mon pied. Ils sont comme ah, bien. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, l'employé de répondre, je vais vérifier. Et là, il s'en va vérifier. Et là, finalement, ils n'ont pas tant d'équipement parce que c'est comme tellement minimaliste qu'ils ont comme enlevé les chambres, les lits, les salles d'opération. Le seul hic, c'est qu'ils sont pas assez équipés, mais quand tu rentres, t'es accueilli là, bien comme faux, puis t'es comme wow. Ça, ils ont mis du cash là-dedans. Ils en ont pas mis dans les équipements qui font en sorte que les gens restent en vie. Par contre, est-ce que c'est mieux que les gens ils se sentent bien quand ils s'en vont pour mourir? Ou de rester en vie, mais que ça soit un peu plate. Donc, j'ai l'impression que ça serait mieux que les hôpitaux ressemblent à un Apple Store, même si les gens, ils survivraient moins. Bon. Est-ce que tu constates, premièrement, là, comme qu'il y a vraiment des tensions, des difficultés? On a parlé de violence organisationnelle, c'est pas rien, là. Où tu étais vraiment très concentré sur ta tâche, sur le patient. Comment tu as vécu ça? Je vous dirais que, tu sais, quand j'entre dans le service d'hémato, moi, je vois des belles petites abeilles, tu sais, qui se promènent partout. Mais il y a la pratique, donner le soin, faire les soins, choisir les soins, ajuster. Moi, quand j'entre, c'est ce que je vois. Puis je vois des personnes qui viennent recevoir ces soins-là. Puis ce qui me touche le plus, c'est le côté relation. Comme personne massothérapeute, moi, je viens donner un moment d'apaisement, puis je suis témoin de ce qui se passe. Moi, je comprends pas, j'ai pas les connaissances de tout le côté organisationnel de ça, mais je vois comment le lien se fait entre l'infirmière qui vient donner un soin ou donner la chimiothérapie, ou comment elle va installer tout ça, comment elle est en contact avec la personne. Puis quand moi j'arrive, je dis bonjour, on offre un service de massothérapie. Est-ce que aujourd'hui vous aimeriez avoir un massage? Mais je le vois comment la personne, elle est réceptive ou non. Elle dit oui, vous offrez ça. Le personnel, as-tu déjà fait des blagues comme quoi c'est eux autres qui auraient besoin de massage? Oui, hein? Oui. En toute bonne façon. Oh oui. Oui, il y en a un qui me dit aujourd'hui, je sais que ça sera pas mon tour encore. Hein? mais c'est ça. Mais, oui, vas-y. Mais est-ce que c'est leur tour, des fois, au personnel? Bien, en hémato-onco, évidemment, le service est beaucoup plus pour les personnes qui reçoivent la chimiothérapie. Mais dans un autre cadre, j'ai été approchée pour contribuer à une mission d'un autre organisme qui s'appelle Préma Québec, qui, eux, offrent des services à des parents qui ont des bébés prématurés. Et dans ce cas-là, le service de massage est pour les parents, mais également pour le personnel à l'unité néonatale. Alors là, je peux dire oui, le personnel reçoit. Quand tu es soignant, la plupart du temps, toi, dans la journée, tu écoutes les histoires des gens, puis tu absorbes, puis là, tu les accompagnes, puis tout ça. Qui te demande comment tu vas? Moi, ça m'est arrivé. Je peux le compter sur les doigts de ma main, les fois où il y a eu dans le rapport de la relation, en fait, la personne dont je prenais soin qui me dit, avec une écoute, « Toi, comment ça va? » Parce qu'on reste des humains. Puis c'est pour ça que je dis qu'on va pas bien, parce qu'on s'occupe pas de nos relations. Et là, puis aussi, on n'en parle pas parce que là, il y a de l'espoir. Tu te dis, OK, eux, ils l'ont identifié, ça, puis c'est de ça qu'on devrait parler. C'est quand on met en avant la relation. On s'entend, là, c'est spécial. Là, si tu t'occupes de quelqu'un qui va pas bien à différents niveaux, là, mais des fois à des niveaux quand même assez intenses, puis il y a aussi la souffrance des proches qui est inhérente à tout ça. Puis il y a les corps de travail, puis on sait qu'on vous demande une charge, tout ça. Et il n'y a pas nécessairement d'attention qui est portée à votre
santé mentale et physique, finalement. Non, puis souvent, on est des cordonniers mal chaussés. On sait ce qu'on devrait faire. Ah oui. Mais là, on le fait pas parce qu'on est pris par notre réalité, notre quotidien, par notre vie, parce qu'on court, parce qu'on veut donner le soin. J'ai commencé à lire un des livres de Anne, puis il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que dans l'argumentaire des médecins, pour pas comme mettre l'assurance maladie, ils disent, bien, on veut pas dépendre de l'État parce qu'on veut pas détruire notre dévouement, ou détruire ou affecter notre dévouement dans notre profession, tu sais. Mais c'est que c'est pareil pour tous les professionnels de santé. Pour rebondir sur toute la question de la santé globale, puis sur l'idée que socialement, on va pas bien, puis qu'on n'est pas en santé, puis ça explique en partie pourquoi le système de santé a autant de difficultés. Ça, c'est intéressant de savoir que, historiquement, il y a deux conceptions de la santé, en quelque sorte, qui se sont affrontées au Québec, puis un peu partout ailleurs, puis qui continuent un peu de s'affronter. Puis évidemment, on simplifie quand on parle de deux conceptions de la santé, parce qu'il y en a probablement autant qu'il y a d'êtres humains, mais disons que la conception prédominante de la santé dans notre société, c'est une conception très biomédicale, très individualiste, très centrée sur le curatif, donc sur les soins qui servent à soigner les gens une fois qu'il est trop tard, c'est-à-dire une fois qu'ils sont déjà malades. Oui, ma machine est brisée, il faut que j'aille la faire réparer. Exactement. Et non pas, il faudrait que j'aille faire mon changement d'huile à chaque mois. Non, c'est ça. Je m'occupe de moi, puis il faut que... Parce que même quand on pense à la prévention, dans nos sociétés, on a tendance à y penser dans une perspective individualiste, puis à penser aux saines habitudes de vie. Donc, à se responsabiliser personnellement pour nos problèmes de santé. Alors que, scientifiquement, ce qu'on sait, c'est que, en réalité, l'état de santé des populations est déterminé en très grande majorité par ce qu'on appelle des déterminants sociaux de la santé. C'est la qualité du logement, c'est le niveau de rémunération, c'est les inégalités sociales, c'est le niveau de pauvreté, c'est les conditions de travail, c'est des conditions environnementales. Est-ce qu'on vit dans un quartier favorisé ou dans un quartier défavorisé? Donc, ces conditions-là sociales de la santé, de la maladie, c'est ce qui est le plus déterminant et c'est sur ça qu'on n'agit pas, en fait. C'est sur ça qu'on agit le moins. Le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la prévention, c'est moins de 5 % du budget. La grande majorité des budgets sont investis dans le curatif et la grande majorité du curatif va au salaire des médecins, aux hôpitaux et aux médicaments. Alors que ce qui est intéressant, un autre élément très innovateur de notre système de santé au moment où on l'a créé au début des années 70, c'est qu'on a mis en place des moyens très concrets pour que des établissements de santé aient pour mission d'agir sur ces conditions sociales-là de vie. Et cette mission-là, elle a été confiée au CLSC, qui avait pour mandat d'agir donc sur les déterminants sociaux de la santé. Et de la façon dont on l'a pensé, c'est qu'on s'est dit, bien, on va créer une catégorie professionnelle qui s'appelle les organisateurs et les organisatrices communautaires, qui ont pour mandat de susciter des mobilisations collectives sur des enjeux sociaux qui ont des impacts sur la santé. Donc, on va, par exemple, dans les CLSC, dans les années 70, il y avait des CLSC qui ont mobilisé leur communauté locale parce que telle entreprise polluait un lac dans la région. Les CLSC ont été à l'origine de plein de... Par exemple, les logements sociaux, les cliniques, les garderies populaires qui ont finalement donné les CPE, agir sur les espaces verts dans une ville, empêcher les constructions de condos qui allaient détruire un espace vert, en faire plutôt un parc. Donc, c'est le genre d'action sur les causes sociales de la maladie qui émergeait là, du système de santé. Le problème, c'est que ça dérangeait beaucoup. Ça a été un démantèlement complet des CLSC et une privatisation de ces services-là. Est-ce que c'est ça la réforme du B? Est-ce que c'est une privatisation du système de santé? Bien, c'est un aboutissement de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que la réforme du B, c'est pas quelque chose de très nouveau. C'est comme le dernier pas qui restait à faire, une direction de centralisation, de bureaucratisation et de privatisation. Mais est-ce que si on payait pour nos soins de santé, on en aurait plus puis ça irait plus vite? Bien, en fait,
non. La réponse globale, c'est non. La réponse nuancée, c'est que pour les personnes qui ont les moyens de payer, peut-être qu'il y aurait un accès plus rapide. C'est sûr que si on empêche 70 de la population d'accéder aux hôpitaux, pour les 30 restants, ça va aller plus vite. Oui. Donc, pour l'ensemble de la population, ça ne fonctionne pas, ce modèle-là. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a les moyens de payer pour ces services-là, en fait, le privé en santé, ça ne fonctionne pas à aucun point de vue. On en a plein actuellement des services de santé au Québec qui sont privés, mais qui sont payés par des fonds publics. Puis ces services-là, par exemple, ce sont les groupes de médecine de famille, donc les GMF, qui sont justement les cliniques dans lesquelles on a privatisé les services de CLSC. Ces cliniques-là, les GMF, ça existe depuis 20 ans et plus. Là. Ça a été créé au début des années 2000. Ça a été fortement soutenu par les gouvernements successifs, soutenu sur le plan financier. On a investi des centaines de millions par année dans ces établissements-là. Et malgré tout, ils n'ont pas du tout rempli le mandat pour lequel ils ont été créés. Les GMF ont été créés essentiellement pour améliorer l'accès aux médecins de famille et désengorger les urgences. Mais quand on analyse le fonctionnement des GMF, on comprend pourquoi ces établissements-là ne remplissent pas les conditions pour lesquelles ils sont financés, en fait. On les finance pour avoir des heures d'ouverture étendues, par exemple. On se dit, bon, bien, les cliniques, il faut qu'elles soient ouvertes les soirs, les fins de semaine. Bien, en fait, les médecins de GMF ne prennent pas plus de patientes et de patients et les GMF ne sont pas ouverts pendant les heures d'ouverture qui devraient être ouverts. En général, quand on analyse les différents modèles de privés qui existent, ce qu'on constate, c'est que c'est pas plus efficace, c'est pas vrai que ça coûte moins cher et c'est pas vrai non plus que ça permet de désengorger le système public pour la raison très simple que quand on crée une clinique privée, on n'est pas en train de créer une nouvelle ressource, on est en train de créer une nouvelle bâtisse. Pour que cette bâtisse-là, il puisse y avoir des services dedans, bien, il faut des professionnels de la santé, il faut de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, elle est limitée. Le public et le privé se partagent le même bassin de main-d'œuvre. Si on crée des cliniques privées, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vampiriser les ressources professionnelles du secteur public. On vient empirer la situation dans le système public. Et quand on analyse l'évolution de la main-d'œuvre depuis 30 ans, c'est exactement ce qui se produit. On a vraiment une diminution de la proportion des travailleuses et des travailleurs qui travaillent dans le secteur public et une augmentation dans le secteur privé. Il y a vraiment une espèce de ponction des ressources. Moi, je me demandais, ce transfert-là, tu sais, de la main-d'œuvre publique qui s'en va vers le privé, il y a probablement un choix aussi de ces gens-là d'aller choisir le pourquoi ils s'en vont travailler en privé. Oui, bien ça, bien, tout à fait. Puis on les comprend, en fait. Le pourquoi qu'ils font ça, c'est qu'il y a une raison peut-être qu'ils s'occupent de leur bien-être à eux. Ah bien, tout à fait. Puis effectivement, ça vient... En fait, il y a deux choses. C'est questionnant, tu sais. Oui, les réformes successives dans le système public ont eu pour conséquence de dégrader considérablement les conditions de travail. La nouvelle gestion publique dont j'ai parlé tantôt, ça n'a pas juste voulu dire centraliser, puis éliminer des conseils d'administration, éliminer la démocratie. Ça a aussi voulu dire des méthodes de gestion hiérarchiques qui imposent énormément de contrôle bureaucratique sur leurs pratiques à ces gens-là. On pense à la méthode Lean, par exemple. Quand on dit importer les méthodes du secteur privé dans le secteur public, ça veut dire prendre des méthodes là, dans les usines d'automobiles de Toyota au Japon, puis se dire, bien, on va prendre ces méthodes-là, puis on va les appliquer aux soins. Puis on va minuter les interventions, on va minuter les bains, on va regarder tous les préposés, là, quand ils donnent des bains, ça leur prend combien de temps. Puis si on se dit, bon, ben, en moyenne, ça devrait prendre 12 minutes donner un bain, puis on va dire à tout le monde, bien, vous devriez donner votre bain en 12 minutes. Puis là, on va calculer, on va leur demander de remplir plein de statistiques, puis en bout de ligne, ils passent 70 de leur temps, les professionnels en service à domicile passent 70 de leur temps à remplir des papiers puis à être en déplacement. On les comprend, ces gens-là, d'avoir envie de quitter le système public, puis c'est clair qu'il faut absolument changer la façon dont les choses se font dans le système public. Mais la solution, c'est pas de privatiser davantage. Donc, au moins, on aura appris que l'humain devrait être au centre des soins de santé. D'ailleurs, on en profite pour remercier
tous les gens courageux, femmes et hommes qui travaillent dans le système de santé, que ce soit des infirmières ou des médecins ou même au niveau de la psychologie et du bien-être. On comprend que c'est vraiment essentiel. Merci de vous occuper de nous. Merci à vous aussi d'être venu aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Es-tu en santé, Andréane? Oui, en général, oui. Je pense Ah, que oui. wow! Ouais. Super, pas Oui, moi. OK. Mais j'essaie de survivre. Je vais essayer de survivre jusqu'à la fin de ta chronique. Ben, je le souhaite, sinon ça serait vraiment malaisant pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas suivi mes cours de premiers soins et je pourrais pas te réanimer. Par contre, on a un système de santé formidable Oui? qui... ben, Ça, c'est une drôle de phrase. Ouais, peut-être que je vais me rétracter. Non, mais quand même, il y a des histoires fascinantes qui ont mis en lumière à quel point on est chanceux d'avoir le système de santé qu'on a. On va dire ça comme ça. Je veux te parler d'un gars qui a survécu à une chute de 47 étages. 47 étages. Je vais juste le répéter, 47 étages. Ça se passe le 7 septembre 2008. Deux frères, Alcide Moreno et son frère Edgar, qui sont en train de laver des vitres d'un gratte-ciel new-yorkais. Donc, ils sont dans une nacelle qui est suspendue avec des fils. Et l'un des câbles de la nacelle cède. Les gars tombent. On parle d'une chute de 150 mètres. Edgar, sur le coup, est tué. Mais Alcide est encore en vie. Ah oui? Mais dans un état un petit peu sévère, là, un petit peu effoiré. Ouais, c'est ça. Son état est tellement grave que les médecins, donc il est apporté à l'hôpital et les médecins doivent l'opérer dans la salle d'urgence. Ils n'ont pas le temps de se rendre au bloc opératoire, ça se passe là. Et il survit. Il survit. Un des chirurgiens de l'équipe a déjà dit qu'une chute de 3 ou 4 étages, c'est mortel dans un cas sur 2. Imagine une chute de 47 étages. Non, mais je reviens pas. Je veux dire, se cogner le pied sur un meuble en se levant. C'est fâchant. C'est ça. Moi, ça me tuerait. C'est ça. C'est la fin pour moi. Hey, faut que je te raconte une autre histoire. Un gars qui est mort et qui est revenu à la vie après 18 heures d'arrêt cardiaque. Son cœur a arrêté de battre pendant 18 heures. 18 heures? Mais attends, mais il est mort pendant 18 heures, finalement. Ouais. Ça se passe le 12 mars 2018. C'est un homme de 53 ans qui est découvert inanimé sur les berges d'un fleuve en montagne en France. Les pompiers de la place le prennent en charge et pendant qu'ils le ramènent vers l'hôpital, le gars fait un arrêt cardiaque. Pendant les 4h30 qu'ont duré le trajet vers l'hôpital, les pompiers, les ambulanciers n'ont pas cessé de faire un massage cardiaque en espérant le ramener à la vie. Les médecins ont quand même un petit espoir. Le gars, il était en grave hypothermie, donc il était frigorifié. Et il pense qu'en le réchauffant progressivement, son cœur pourrait repartir. OK. Alors, il est branché à une machine qui maintient ses fonctions vitales par circulation extracorporelle. Donc, on va comme sortir son sang de son corps, tous ces fluides Oui. sont sortis de son corps, ramenés, pour tranquillement ramener sa température corporelle à 32 degrés Celsius. Après 18 heures sans battement, son cœur est relancé. Incroyable. C'est l'hypothermie qui l'a sauvé, ce gars-là. C'est incroyable. C'est fascinant. Être gelé, ça peut sauver ta vie, mettons. N'écoutez pas ça à la maison. Être gelé dans le sens froid. Oui, dans le sens d'avoir très froid. là. Exact. Hey, finalement, il faut que je te raconte cette histoire d'un bébé qui a survécu avec son cœur hors de sa poitrine. Alors, c'est une jeune femme, 9e semaine de grossesse. Elle s'appelle Naomi Wilkins et elle apprend que son bébé souffre d'une ectomie cardiaque. Donc, le bébé n'a pas de sternum, puis son cœur est situé en dehors de son corps, dans le ventre de sa mère. Ah. C'est une malformation cardiaque qui est super rare et souvent, ça donne malheureusement des enfants morts-nés. Ben oui. La jeune maman, future maman, apprend ça. Elle décide de poursuivre la grossesse. Immédiatement après son accouchement, son bébé a été pris en charge par 50 médecins. OK. Ils l'attendaient, là, avec leur gants de latex, ils l'attendaient, le bébé de pied ferme. Reçoivent le bébé. Ils ont réussi, imagine-toi donc, à replacer le cœur dans la poitrine. Ils ont recouvert le cœur avec de la peau prélevée directement du bébé. Et le bébé a été sauvé. Ben, tout ça me donne espoir, en fait. Parce que je me dis, on va sûrement réussir à me préserver. À préenligner. Exactement pour les 28 prochaines années à venir au minimum. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite vraiment. Ah, c'est gentil. Qu'on préenligne.